Bonjour, chers téléspectateurs. Fidèles à notre rendez-vous du samedi avec l'émission Grand Angle. Nous voulons aujourd'hui, le samedi 17 mai 2025, être en bonne et en pleine communion avec vous en abordant un certain nombre de thèmes touchant l'actualité nationale. Nous allons commencer par vous donner quelques informations. Il est 18h. Tout en attirant votre attention qu'il y a une information qui nous préoccupe énormément et nous allons nous appesantir sur celle-ci avant que nous passions à la thématique de la journée. Mais en termes d'information, nous voulons toujours revenir sur cette information que vous connaissez, à savoir que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous constatons que le gouvernement observe le silence. Et ce n'est pas la seule situation dans laquelle ce gouvernement observe le silence. Mais nous ne baisserons pas les bras. Et aussi longtemps que nous pourrons nous exprimer, nous leur rappellerons toujours cela. Et à l'attention du Premier ministre Anatole Polyben-Bakosso, nous voulons lui dire que nous attendons et nous suivons toujours cette situation qui concerne l'autorisation express d'occuper du ranch de Matsangi, où il avait été clairement dit qu'on devait mettre fin à cette autorisation. Et nous attendons également que les autorisations provisoires d'occuper, il y en a 5 dans les départements du Poul, du Niari et de la Bwenza, soient effectivement déclarées caduques. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareille circonstance, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets. De 2 projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo, qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société Eni. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bwenza, 3000 hectares, mais ça va
continuer, ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Nous serons patients et nous prendrons le temps parce qu'il s'agit pour nous d'une question fondamentale. Nous avons déjà sacrifié les jeunes avec le problème de la dette. Nous sommes en train de sacrifier les jeunes avec le problème de la corruption et du détournement des deniers publics. Nous n'allons pas continuer à sacrifier cette jeunesse avec le problème des terres. Maintenant, la deuxième information que nous voulons vous donner, qui est extrêmement capitale, qui est véritablement importante, c'est l'enlèvement de M. Lassi Bouti, président du parti Les Socialistes au Congo, qui a été enlevé le dimanche dernier devant sa famille, mais qui immédiatement a subi des traitements inhumains, ce qui est véritablement inacceptable. Et nous le disons en étant très proches des lois et règlements de la République de notre pays, notamment la Constitution du 25 octobre 2015. C'est pour ça que nous déplorons que la force publique a lui bander les yeux, que la force publique a lui passer des menottes, que la force publique l'ait conduit dans une direction jugée inconnue et que sa famille, ses enfants, sa femme, n'ont nouvelles ni de lui, ni de son état de santé. Et vous savez, il avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour faire état de ce qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat. Mais pour essayer d'être proche des textes, nous avons la Constitution sous les yeux et nous voulons en faire quelques commentaires. Le premier commentaire que nous faisons est relatif à l'article 9 de cette Constitution, qui dit clairement ceci: la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons passer à l'article 11, qui dit clairement ceci: toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Je crois que les choses sont claires et il est bon que nous regardons cet article 205 qui est relatif à la force publique et qui dit exactement ceci. La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Je crois que les choses sont claires et nous interpellons la force publique. Les choses sont clairement faites. Rien ne doit se faire en dehors de la loi. Mais ce que nous constatons de plus grave, c'est quoi? C'est cette escalade vers la terreur. C'est le retour de cet acharnement vers les opposants, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas le point de vue de la politique actuelle qui est menée, qui d'ailleurs nous a conduits au chaos, à la catastrophe, à la misère et à la souffrance. En disant cela, nous pensons à ce qui est arrivé à notre frère, à notre ami, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en train de purger sa 9e année en prison. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville au Congo a condamné ce vendredi le général à la retraite Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison au terme d'un procès marathon qui s'est ouvert lundi. Selon l'acte d'accusation, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de troubles à l'ordre public. Le général Mokoko a opté pour la stratégie du silence, ses avocats et lui-même dénonçant, et je cite, un procès politique. Dans une lettre ouverte,
Rendu public le 8 mai dernier, il a réitéré sa position de victime d'une dictature qui a entrepris de l'intimider. Il a évoqué son immunité du fait de sa qualité de dignitaire de la République et par conséquent incapable d'être poursuivi par une quelconque juridiction congolaise. Un argument battu en brèche par les avocats de la partie civile qui a finalement été suivi par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville. Ce que nous déplorons. Et surtout, nous avons une pensée particulière pour ces révélations qui ont été faites par Laurent Sokoko, qui avait en fait révélé qu'il y avait un complot international qui était mené contre le Congo. Et ce complot visait l'assassinat du président de la République. Et là, depuis que ce problème est évoqué, depuis que Laurent Sokoko a donné des garanties et qu'il a promis qu'il était prêt à venir faire des témoignages, rien, absolument rien n'a bougé. Et ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire pour nous qu'il s'agit de la violation de l'article 15 de la Constitution qui dit clairement ceci. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale et de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons gérer correctement les affaires de la cité. Les relations familiales, les relations de parenté n'ont absolument rien à voir dans cette gestion. Que vous soyez fils, neveu, femme ou autre chose d'un gouvernant, vous n'avez pas le droit de ne pas respecter la loi et de penser que tout vous est permis, y compris arrêter les gens dans des conditions extrêmement difficiles, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et nous voulons appeler l'attention parce qu'il y a des voix qui s'élèvent ici et là à travers le monde pour demander la libération de M. Lassibouti. Nous avons déjà apporté notre contribution dans ce sens. Mais aujourd'hui, nous en profitons. Nous appelons l'attention de l'opinion nationale. Nous appelons l'attention de l'opinion internationale pour dire que dans ce cheminement vers cette élection, j'ose espérer qu'elle aura bien lieu au mois de mars 2026. Il n'est pas bon que l'on commence à faire peser des menaces sur les opposants. Surtout, et ces menaces, elles sont pratiquement présentes, elles sont permanentes, avec l'échec, je dis bien, frappant, incontestable aujourd'hui, du pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, et qui, malgré cet échec, voudrait brider un autre mandat, toujours et toujours dans l'irrespect des lois et règlements de la République. Une fois que j'ai donné cette information, je vais maintenant passer à la thématique d'aujourd'hui pour qu'on essaie de voir sur quel thème nous devions pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui va nous intéresser, mais qui vient dans le fil de ce que nous avons développé ces derniers temps. Vous savez que nous nous sommes appesantis sur les scandaleux crimes économiques et financiers. Nous nous sommes appesantis sur le problème de la disparition ou la dissipation de 6 milliards de bourses chaque année. Nous nous sommes appesantis sur ce que l'on appelle aujourd'hui au Congo le trésor gate, etc., ce scandale, ce nouveau crime économique et social. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pensé nous appesantir et regarder de plus près ce que nous appelons les paradoxes de la gouvernance mafieuse du pouvoir de Brazzaville. Et j'espère que dans le développement, nous allons essayer de vous faire comprendre et nous allons essayer de vous faire comprendre également un certain nombre d'idées et la démarche qui est la nôtre. Maintenant, s'agissant de cette thématique, je dois dire que nous sommes en plein dans le trésor gate. Je vais juste évoquer un certain nombre d'aspects qui touchent à cette situation. Le reste, nous avons déjà suffisamment évoqué ça. Il s'agit principalement de M. Dongou, Armel Silver Zidane et de Mme Moya, Gertrude Stéphanie, qui ont été des directeurs généraux
adjoint du Trésor, donc à des postes suffisamment élevés du Trésor congolais, de la fonction publique congolaise, et qui, à mon avis, qui voient peser sur eux des soupçons de détournement de fonds publics sur la période qui couvre l'année 2020 à 2025. Maintenant, si nous regardons, nous prenons la dernière référence, nous allons nous appesantir sur la date du 18 avril, date à laquelle ils ont été relevés au cours d'un conseil de ministres. Et après qu'ils aient été relevés au cours d'un conseil de ministres, le 22, ils ont fait la passation de service avec leur collègue commun qui est M. Hilarion Ibobi Olesongo, qui est devenu au jour d'aujourd'hui le seul directeur général adjoint au niveau du Trésor. Et c'est cette journée du 22 qui est une journée capitale, déterminante dans tout ce qui se passe dans ce dossier. Pourquoi? Mais parce que la même journée du 22, le procureur de la République a pris une réquisition au fait d'interdiction de sortie du territoire national de M. Dongou et de Mme Moya. Curieusement, M. Dongou a pu prendre un vol régulier de Air France et il s'est retrouvé en dehors du pays. Et la suite, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu le 25 avril, c'est un mandat d'arrêt international qui a été émis. Et le 28 avril, ce sont les comptes de la société, des sociétés soi-disant de M. Dongou Ahmed qui ont été bloqués. Et les gens se sont posé des questions. Le 25 également, c'est le jour de l'arrestation de Mme Moya qui a dit-on passer un jour à l'Interpol à Mukondo et le lendemain, elle a été relaxée. Les Congolais se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce paradoxe entre ce qu'on dit et ce qui se fait? Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a eu des rumeurs. On a entendu à travers les réseaux sociaux, Dieu merci, ils existent maintenant, qu'on aurait instruit le procureur de la République afin qu'il annule le mandat d'arrêt international qui était émis. Nous étions tous dubitatifs là-dessus. Mais après, nous avons pensé avoir la preuve, puisque le 7 mai, le procureur de la République a pris un texte, sinon une main levée, c'est-à-dire un acte pour débloquer tous les comptes. Alors nous avons compris que la philosophie du gouvernement est simple. C'est la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. C'est de rechercher le silence, de rechercher la terreur, d'apeurer les Congolais pour qu'ils ne puissent pas parler, même quand il s'agit d'une situation qui touche à leur intérêt. En fait, beaucoup de Congolais pensent même que M. Dongou Zidane devrait certainement revenir dans ce pays et être nommé trésorier payeur général ou directeur général du Trésor avec ce qui se passe présentement. Et nous nous interrogeons, pourquoi ce paradoxe? D'autant que lorsqu'on suit les déclarations qui ont été faites depuis un certain temps, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la gouvernance de ce pouvoir. Pour rafraîchir votre mémoire, je vais vous rappeler qu'en 2009, le chef de l'État a déclaré dans son discours d'investiture qu'il ne surprend personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exemple de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des deniers publics. Et il a ajouté, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ça nous rappelle quoi? Mais ça nous rappelle cette vidéo qu'il avait faite quand il était opposant, où il parle en lingala en disant, je peux prendre un à un, les placer devant moi et lui dire, je t'avais nommé là, tu as volé. Donc, il connaît bien, depuis de nombreuses années, qu'il y a le phénomène du vol. Mais si on connaît qu'il y a le problème du vol et qu'on le tolère, ça veut dire en fait qu'on a choisi la voie de l'autodestruction du pays. Et ça, à notre avis, c'est inacceptable pour des dirigeants. Et nous allons y revenir un peu plus tard sur ces différentes questions. Maintenant, l'autre déclaration qu'on a pu noter, en 2016, dans son message sur l'état de la nation, le président de la République a lancé, a parlé de rupture, entendu dénonciation et cessation des antivaleurs. Mais en 2017, lui-même, il a fait le constat que le mot rupture a été tourné en dérision, même à des niveaux extrêmement responsables. Et pourtant, il a dit qu'il s'agissait, à son avis,
Et moi, je partage cet avis de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Mais la question qu'on se pose, pourquoi dans la pratique, ça ne s'applique pas? Pourquoi ce paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait? Parce que ce qui se dit semble défendre l'intérêt général. Mais ce qui se fait conduit la nation dans le chaos, dans la destruction. Et on ne peut véritablement tolérer ça. Maintenant, la bonne déclaration, c'est celle dans le message sur l'état de la nation de 2018. Et là, qu'est-ce que le président de la République a dit? Face aux délices économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Et ça veut dire que c'est un engagement ferme qui est pris. Malheureusement, dans la pratique, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bref, nous allons continuer. Et au-delà de ça, nous voulons poursuivre en disant toujours dans le même cadre. Nous allons essayer de regarder avec vous assez rapidement ce qui est dit dans le projet de société qui s'exécute actuellement au Congo. Ce projet de société s'intitule « Ensemble poursuivons la marche », c'est-à-dire poursuivons la marche vers le développement. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut poursuivre la marche vers le développement, tolérer les vols, tolérer la corruption, tolérer la concussion, tolérer la fraude, tolérer les détournements des deniers publics, tolérer même les népotismes et le favoritisme? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on regarde de près le contenu de ce projet de société, mais on est complètement abasourdi. On est abasourdi, pourquoi? Mais parce que là-dedans, on parle de l'éradication totale des antivaleurs. Et quand on parle d'antivaleurs, on pense à la corruption, au détournement de fonds publics, etc. Et qu'il faut procéder à l'éradication dans toutes les administrations et établissements publics. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'au lieu d'éradiquer, on soutient plutôt ceux qui sont à la base de ces maux? Et pourtant, dans ce projet de société, on ne se cache pas pour dire que ces mots constituent en fait des freins au développement de notre pays. Donc, cette gestion mafieuse de ce pouvoir se trouve en contradiction entre elle-même, entre ce qu'elle dit, qui devrait pouvoir être favorable à l'intérêt général, et ce qu'elle fait, c'est-à-dire favoriser l'intérêt égoïste, l'intérêt individuel et personnel, qui fait qu'on a contribué à appauvrir l'État pour enrichir quelques individus. Mais le drame et le scandale, c'est que lorsqu'on se réfère au dossier comme celui des Panama Papers, on se rend compte qu'on a appauvri l'État pour sortir l'argent du trésor public et l'amener à l'extérieur, dans les paradis fiscaux, dans d'autres pays. C'est-à-dire, on a adopté, et il faut le dire franchement, une attitude antipatriotique et antinationaliste, de favoriser le développement d'autres pays au détriment de son propre pays. C'est véritablement paradoxal. Est-ce qu'on aime ce pays? Est-ce qu'on aime les Congolais? C'est la question qu'il faut fondamentalement et structurellement se poser. Et c'est là où on dit qu'on ne peut pas tous les jours vanter. On est en train d'appliquer un programme de société pour améliorer la condition de vie du Congolais et vivre de ce que l'on vit. Évidemment, je n'entre pas dans un certain nombre de détails. Dans ce qui concerne le projet de société, je crois que c'est sommaire, mais c'est clairement dit. Maintenant, l'autre volet que nous allons examiner, toujours pour faire apparaître ces contradictions, pour faire apparaître ces différents paradoxes, c'est le programme d'action gouvernementale. Évidemment, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, quand il a présenté son programme, il a parlé de 12 batailles, il a parlé de si belles choses, c'était tellement bien décrit que les Congolais rêvaient, ils pensaient à un autre Congo. Malheureusement, aujourd'hui, ils se rendent compte. Mais quand j'ai reparcouru ce programme,
Mon attention a été retenue sur deux mots. La volonté et le courage. Pourquoi? Mais parce que là-dedans, se basant sur le discours d'investiture du président de la République, le Premier ministre a fait ressortir que, comme le président l'avait dit dans son discours d'investiture, nous avons maintenant le courage et la volonté d'entreprendre un certain nombre de réformes qui vont faire que le Congo puisse évoluer et que notre devenir, notre avenir soit plutôt radieux. Et en cela, Anatole Koliné-Makosso a arrêté en ce qui concerne la lutte contre la corruption, etc. Quelque chose de très clair que nous avons apprécié. La tolérance est zéro en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne les détournements des deniers publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de prendre des mesures, des sanctions pour privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt. Mais est-ce qu'en réalité, ils en étaient capables? On peut dire que c'est une forme d'hypocrisie. On vient pour essayer d'endormir les Congolais. Mais en réalité, on a un agenda caché, celui de s'enrichir au maximum, plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance et faire en sorte que rien, absolument rien, ne puisse avancer. Donc voilà déjà le premier point. Donc la question qu'on se pose, au-delà des déclarations qu'ils ont faites, est-ce qu'ils ont le courage et la volonté politique? Je dis non, ils ne l'ont pas. Ils ont plutôt fait le choix de l'enrichissement illicite. Et c'est ça qui est véritablement dramatique. Le deuxième aspect dans ce programme d'action gouvernementale, c'est, je crois, la deuxième bataille, puisque le Koliné-Makosso a décrypté son plan et son programme d'action gouvernementale en 12 batailles. Et je crois que je me réfère là à la deuxième bataille, où on dit il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo s'il n'y a pas une politique économique rigoureuse et équilibrée. Mais pour qu'il y ait une politique économique rigoureuse, il faut que vous soyez capable de respecter les lois et les règlements de la paix. Il faut que vous soyez capable d'appliquer la sanction. Il faut que vous soyez capable de sortir de la gestion clanique et familiale. Il faut que vous soyez capable de réaliser un certain nombre de choses. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le gouvernement de Koliné-Makosso s'est effondré. Le gouvernement de Koliné-Makosso s'est effondré. Quand en 2003, Koliné-Makosso fait sa déclaration sur la dette qui est devenue un véritable obstacle à notre développement, qu'est-ce qu'il dit? À l'époque, il estimait devant le plateau de TV5 à 81% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, elle est à combien? Aujourd'hui, la dette au 31 décembre 2024 était de 8 530 milliards de francs CFA. Et en termes de pourcentage en PIB, elle était de 94%. Où est la rigueur? Où est la recherche de l'équilibre? Un gouvernement incapable même d'aller à la réduction du train de vie de l'État. Un gouvernement incapable de faire appliquer la loi ou les dispositions de la Constitution sur l'obligation de déclaration de patrimoine. Et pourtant, dans ce même programme d'action gouvernementale, Koliné-Makosso disait plus qu'un devoir de transparence s'agissant de l'obligation de déclaration de patrimoine. Il s'agit d'une preuve de lutte contre la corruption, une preuve de lutte contre l'enrichissement illicite. Monsieur Anatole Koliné-Makosso, cette preuve est passée par où? Comment expliquez-vous la situation actuelle où le Congo est submergé par les vols, par les détournements de deniers publics et où les personnes qui sont impliquées dans ces vols sont les membres du gouvernement, sont les dignitaires du Parti congolais du travail et sont les autres qui ont choisi de plonger les Congolais. Toujours dans une vision paradoxale entre ce qui se dit et ce... Monsieur Koliné-Makosso, puisque je crois qu'il a déjà 4 ans au niveau de son poste, mais il peut en faire l'évaluation et se rendre compte, au-delà de ce qu'on dit, que son président, c'est-à-dire que le président Denis Sassou Nguesso, a lamentablement échoué. Tout le monde le sait maintenant. Mais dans tous les cas, le président Sassou ayant lamentablement échoué, le bilan de Koliné-Makosso ne pouvait pas être meilleur. Il ne pouvait d'ailleurs pas essayer d'avancer. Donc voilà déjà, quand on parle du projet de société, quand on parle du programme d'action gouvernementale, la situation commence à se faire. Maintenant, la question qu'on se pose, et c'est l'autre aspect que nous allons aborder. Y a-t-il, oui ou non, des contre-pouvoirs au Congo?
Et puisqu'on se dit État de droit, on se dit État démocratique alors qu'on est une dictature, on a un Parlement qui est constitué par l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, constituent des véritables contre-pouvoirs à ces régimes? Je dis non. Regardez, M. Dongwar Menzi Zidane, Silver Zidane et Mme Moyen ont été relevés le 18 avril 2022. Depuis le 18 avril 2022 jusqu'à ce jour, les médias d'État pour lesquels les opposants sont interdits de passage n'ont jamais un seul jour évoqué le problème du scandale du Trésor. C'est très grave. Depuis le 18 avril, depuis la sortie du territoire national de M. Dongou Zidane, le 22 avril, depuis que Mme Moya a été arrêtée le 25 et relaxée le 26, le Parlement n'a jamais interpellé le gouvernement. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que et le Parlement et le gouvernement sont les maillons d'un système mis en place spécialement pour plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et à chaque fois, on voit le président, l'honorable président de l'Assemblée, très éloquent, pour venir dire que le président Sassou, c'est l'homme des Lumières, c'est l'homme des raisons, c'est l'homme de la paix. C'est le candidat de son parti et le candidat de la majorité des Congolais. Et c'est, somme toute, il est déjà élu au regard de la manière dont il a transfiguré le pays. Même l'honorable président du Sénat, les députés, les vénérables sénateurs, ils ne savent pas que ce qui se passe, c'est la vie des Congolais, c'est la condition de vie des Congolais qui se joue. Et comment vous pouvez expliquer? On a parlé du différentiel de 6 milliards pour les bourses. On a parlé du scandale de Dongou Zidane. Mais que fait le Parlement? Absolument rien. Absolument rien. Et après, quand on dit que nos députés sont élus dans des conditions douteuses et que nous autres, nous disons qu'en fait, les députés militaires, il n'y a aucune élection libre, démocratique et transparente qui a été organisée dans le pays, et on nous prend pour des gens qui viennent d'une autre planète. Mais c'est véritablement la réalité. Mais pour être précis, plus précis sur la situation, surtout au niveau du Parlement, je vais rappeler aux téléspectateurs qu'en février 2018, l'Assemblée nationale de notre pays a décidé de lancer la guerre contre les délinquants économiques. Et quand l'honorable président de l'Assemblée s'est exprimé à cette époque au niveau du Parlement, il a relevé clairement que le Congo apparaissait au bas du classement s'agissant de l'indice de perception de la corruption. En fait, il n'a pas voulu dire en termes les plus faciles que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde et qu'il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique et qu'il est très bas en dessous du tableau. Et que, au niveau de corruption où nous sommes, il n'y a aucun espoir pour que nous nous développons s'il n'y a pas une remise en cause. Alors, à cette occasion, qu'est-ce que l'Assemblée a décidé? L'Assemblée a décidé une mission à la Commission économie, finance, contrôle budgétaire, d'interpeller les ministres, d'organiser les descentes parlementaires, les contrôles parlementaires. Mais tout ça, c'est du bluff. Rien n'a été fait en pratique. Et je peux vous rappeler que c'est devant le Parlement réuni en congrès en 2006 que le président de la République a bien déclaré qu'il y avait des excédents budgétaires, que ceux-ci étaient déposés dans un compte bancaire à la Banque centrale et qu'il y aurait un audit de ce compte chaque année et que cet audit serait rendu public. Depuis 2006 et jusqu'à aujourd'hui, qu'en pense l'Assemblée nationale, qu'en pense le Parlement? Et ils sont tous sérieux. Ils sont tous tranquilles. On a beau parler de la disparition de l'argent des générations futures, on a beau parler d'autres choses, ça n'intéresse pas les députés. En fait, la condition des Congolais qu'ils prétendent représenter ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'enrichissement.
Et on soutient le gouvernement avec les nombreux scandales que l'on connaît maintenant. Et c'est véritablement dommage. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, absolument rien n'a été fait à ce niveau pour essayer de faire un contrepoids au gouvernement. À la limite même, demander la démission du gouvernement pour qu'on aille à un changement du gouvernement et que les choses puissent s'améliorer. Alors, à quoi nous attendons? Donc, nous voyons bien qu'il s'agit d'une gestion mafieuse, mais de tout un système. De tout un système. Et c'est pour ça que nous autres, nous n'allons pas nous fatiguer pour évoquer cela régulièrement et pour faire en sorte que chaque fois que nous le pourrons, nous allons informer les Congolais et que rien, absolument rien ne puisse être dit. Maintenant, je vais passer à un autre aspect. Que pensent les partis politiques et les acteurs politiques sur cette situation? C'est bien la question. C'est bien la question. Alors, j'ai lu une déclaration, toujours, je crois que c'est en avril 2018, des partis de la majorité présidentielle qui demandaient au gouvernement et à la justice de réprimer toute personne qui serait impliquée dans un scandaleux crime économique et social, quel que soit son rang, quelle que soit sa hiérarchie sociale, économique, etc. Et ils sont même allés plus loin en disant qu'il fallait que ces gens ne soient plus autorisés, ne soient plus éligibles à une quelconque élection. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et ils ont osé dire la majorité présidentielle ne protège pas les coupables. Mais qui les protège? C'est bien le système qui les protège. Et ce système, il est bien connu, puisque c'est les mêmes qui sont en train de demander que le président Denis Sassou Nguesso puisse faire acte de candidature en 2018. C'est-à-dire que nous soyons dans la logique où nous continuons avec ces pratiques, ces détournements, cette corruption, et que l'on ne puisse pas s'arrêter. C'est très grave. C'est très grave. Et moi, j'ai du plaisir parce que j'ai relevé dans un journal que j'ai retrouvé l'interview qui a été faite dans ce journal par un responsable du Parti congolais du travail qui disait que s'il est établi qu'un membre du Parti congolais du travail est impliqué dans un quelconque crime économique et financier, le Parti congolais du travail va le dénoncer. Mais pourquoi il ne dénonce pas les nombreux cas qui sont connus maintenant? Et quand on parle de Panama Papers, vous croyez qui est impliqué là-dedans? Ce n'est pas les membres du bureau politique du Parti congolais du travail. Ce n'est pas les membres du gouvernement. Ce n'est pas les conseillers du président de la République. Ce n'est pas les ambassadeurs. Alors, cette dénonciation du Parti congolais du travail, elle viendra quand? On l'attendra jusqu'à quand? Et c'est pour ça que la situation, elle est véritablement préoccupante. Elle est véritablement préoccupante. Et j'ai constaté que depuis ces réactions qui ont eu cours en 2018 sur la volonté, semble-t-il, du Parlement de mener la guerre contre les délinquants, et je dois dire qu'au niveau de l'Assemblée, excusez-moi d'avoir oublié de le signaler, on a vu quand il s'est agi du dossier FIDA, la Commission économie, finances et contrôle budgétaire a reçu Madame la ministre, a reçu M. Armel Mouloukoué, et des questions ont été posées. Et il est apparu que la Commission n'était pas contente des réponses qui avaient été apportées par la ministre. Mais ce dossier a atterri où? Avec des preuves flagrantes. Il a atterri où? À un moment, on a dit qu'il était à la centrale d'intelligence et de documentation. Après, on a dit que c'était au niveau de la Cour suprême. Et maintenant, on en parle. La politique du gouvernement, c'est de créer la terreur, d'amener les gens au silence. Et de quoi? Mais les Congolais sont dans la souffrance et dans la misère. Et il faut que fondamentalement, ces questions puissent être revues. Et à mon avis, c'est dommage. Mais on constate quoi au niveau actuel du débat que nous sommes en train de mener?
que ce soit au gouvernement, que ce soit au Parlement, que ce soit dans la plupart des institutions. Ils ont fait un choix. L'enrichissement illicite. La contribution a plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. La perpétuation de cette même vision, puisqu'ils se lèvent partout. J'ai suivi encore une cérémonie qui s'est faite à Ouagadougou, je crois, le samedi, il y a quelque temps, où on a suivi les jeunes et les femmes faire des messages pour appeler à la candidature du président Sassou. Ça veut dire que pour moi, je le dis clairement, je le dis clairement, pour moi, vous appelez le président Sassou pour que les Congolais continuent à être dans la misère et dans la souffrance. En tout cas, moi, je vous ai dit clairement que moi, j'opterai pour une vision de remise en cause, une vision de changement, une vision de rupture. Et je dis, je suis même surpris, lorsque cela se passe au sein du PCT, devant le secrétaire général du PCT, puisqu'ils ont collecté à Ouagadougou 23 millions pour soutenir cette soi-disant, c'est la campagne ou quoi. Mais le PCT n'a pas le courage d'expliquer à ses militants, n'a pas le courage d'expliquer à ses militants que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et que la situation est d'autant plus difficile pour le président de la République que c'est lui-même qui a dit que jamais, jamais je n'accepterai que la Constitution soit violée. Et que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais la déduction mathématique et logique qui peut se faire, c'est que ceux qui font ce choix, ceux qui font ces déclarations, ne sont nullement des démocrates. Dans tous les cas, le Congo n'est pas une démocratie. Le Congo est un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire à une dictature. Donc, je crois que c'est un peu sur ce format que l'on devrait pouvoir faire. Donc, je vous fais apparaître là, au niveau où nous sommes, que les paradoxes sont nombreux. À l'Assemblée, on dit ceci, mais figurez-vous, regardez même ce qui s'est passé à l'Assemblée. Lorsque l'honorable Jean-Claude Ipovie dénonce le fait que les fonds aient été débloqués pour une route imaginaire de 137 km, vous regardez même, vous comprenez pourquoi le pays a des problèmes. Les fonds sont débloqués pour une route qui n'est pas du tout faite. Et je suis sûr que c'est la totalité des fonds qui ont été débloqués. Et c'est fait en pleine assemblée, devant le Premier ministre, le défunt Clément Mwamba. Aucune réaction, aucune enquête parlementaire, aucun contrôle parlementaire, aucun organe de contrôle. Inspection générale des finances, inspection générale d'État, contrôle d'État, aucun n'a bougé. Est-ce qu'on trouve ça normal? On a constaté le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous avez dit à l'unité mécanique, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, en parlant des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes venus très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au matériel qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et son gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Et après, on vient devant les Congolais pour dire, il n'y a pas d'argent. Mais vous savez bien où est cet argent. Le président de la République a bien dit qu'il peut prendre un à un chacun de ses collaborateurs pour dire, je t'avais pris, je t'avais mis là, tu as volé. Donc il le sait.
soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et pourquoi n'arrête-t-on pas les voir? Et pourquoi les laisse-t-on se perpétuer? Certainement parce que si on s'occupe des votes, tout l'édifice va s'écrouler et qu'on va se rendre compte. Mais l'intérêt du pays, c'est que la justice soit faite. Maintenant, je vais passer à l'autre volet. On ne peut pas ne pas essayer de faire une évocation historique sur cette affaire. Et s'agissant de l'évocation historique, je vais essayer de parler du cas qui a été vécu par notre premier président de la République, l'abbé Fulbert Illoulou, qui a été renversé en 1963 et pour qui, avec ses collaborateurs, en 1965, en 1965, on a mis en place une cour d'exception pour juger le président Illoulou et 13 de ses collaborateurs, entre autres, surtout pour le président Illoulou, pour détournement de deniers publics. Et le président Illoulou a été condamné par contumace à mort. Il y a eu la confiscation de tous ses biens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Président de la République. Mais nous, les Congolais, les gouvernants, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été capables d'évaluer les montants des détournements dont le président, l'abbé Fulbert Illoulou, a été accusé. Et ça, c'est un autre problème. Parce que dans ce domaine, il faut suffisamment de preuves et il faut qu'on avance. Mais lorsqu'on condamne le président Illoulou, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui ont soi-disant 2000 milliards dans les paradis fiscaux, qui ont des fortunes, etc. Déjà, quand on parle de Dongou Ahmed Zidane, qui n'était qu'un fonctionnaire au niveau du Trésor, un Congolais a révélé qu'il avait 85 immeubles à l'intérieur sur le territoire national et qu'à l'extérieur, il avait 603 appartements. Et comment le gouvernement peut être silencieux, ne pas mener une enquête, ne pas opérer des poursuites judiciaires devant une telle situation, alors qu'un président de la République a été condamné à mort par contumace. On lui a confisqué tous ses biens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Mais moi, je ne suis pas juriste, mais pour les juristes, je crois qu'on parle de la jurisprudence. Le deuxième cas que je vais évoquer, toujours s'agissant de cette évocation historique, mais c'est le cas du président Jacques-Jean Chayembe. Pour lui, fort heureusement, j'ai le document sous mes yeux et je vais essayer de le sortir. C'est ce document que beaucoup de Congolais connaissent certainement. Ce document s'intitule « Motion contre le général Joachim Yongi-Opan ». Et cette motion a été prise en 1979, en mars 1979, lors du 3e congrès extraordinaire. Et je vais vous en lire quelques passages. En fait, le président Yongi a été condamné pour son style de vie ostentatoire, son mépris du peuple, son appétit immodéré pour les biens matériels et sa propension irrépressible à la prodigalité et à la gabegie. Et il a été considéré comme ayant trahi les engagements envers le peuple, la révolution et la glorieuse mémoire de l'illustre président fondateur du Parti congolais du travail. Et c'est par rapport à ça, je ne lis pas tous les textes, et c'est par rapport à ça qu'on a exigé la confiscation au profit du peuple et de la révolution de tous ses biens, meubles et immeubles. Sa mise en état d'arrestation avec tous ses acolytes. Sa traduction devant une juridiction populaire pour crime de haute trahison. Mais quand on a fait ça pour un président de la République, comment expliquer que pour les citoyens ordinaires qui, en matière de vol et de détournement des deniers publics, ont atteint des niveaux inimaginables, on est silencieux, on ne fait rien. Et on pense que
la République continue à vivre. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et en termes d'évocation historique, je vais venir au troisième cas. C'est le cas du président, le professeur Pascal Lissouba, qui a été jugé avec 4 de ses anciens ministres, 4 de ses anciens collaborateurs, dans l'affaire Oxy. Dans cette affaire où, semble-t-il, il avait une négociation au plan pétrolier et que le contrat était estimé à près de 150 millions de dollars de l'époque. Si je prends le dollar à 600 francs, ça fait pratiquement 90 milliards de francs CFA. Ce n'est même pas la somme que certains Congolais possèdent dans les paradis fiscaux. Le président Pascal Lissouba a été jugé. On a pensé que c'était le procès du Pascal Lissouba, c'était un procès contre la malgouvernance. Et on a même dit qu'il fallait que la justice se saisisse de ces dossiers lorsqu'il était prouvé que les dirigeants en fonction étaient mis en cause dans les fautes de gestion. Mais aujourd'hui, les gestionnaires sont mis en cause dans les fautes de gestion à plusieurs niveaux. On vous a déjà énuméré les dossiers, mais on ne va pas y revenir. La disparition de 9 milliards dans la caisse de retraite des fonctionnaires. Les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. La dissipation chaque année de 6 milliards en termes de bourse. Sans que jamais qu'on trouve des traces. Mais on ne veut pas trouver les traces, etc. Mais le président Pascal Lissouba a été jugé, condamné. Et figurez-vous, il a été condamné sévèrement à 30 ans de travaux forcés. Il a payé une amende de 25 milliards de francs CFA. Chacun de ces ministres a été condamné à 20 ans de travaux forcés et a payé une amende de 11,25 milliards de francs CFA. Lorsque j'évoque ça, je suis très triste. Et je me pose une question qui est véritablement paradoxale. Est-ce que tout ce qui se passe dans ce pays est normal? Est-ce qu'on peut comme ça avoir jugé, condamné des anciens présidents à des peines extrêmement lourdes et être silencieux sur les vols, sur la corruption, sur la concussion, sur la fraude, qui se déroule de façon éhontée sur le territoire national? Il y a véritablement un paradoxe. Et moi, quand je m'arrête, je dis, il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème dans ce pays. Dans tous les cas, quand je regarde tous nos anciens présidents, en fait, il n'y en a que 2 qui ne semblent pas être baignés, d'après le point que nous faisons, qui ne semblent pas être baignés dans les problèmes de vol et de détournement. C'est le président Marien Ngouabi et c'est le président Alphonse Massamba Deba. J'ai d'ailleurs déjà invité certains de nos compatriotes à aller à Bakongo et voir ce qui reste de la maison du président Alphonse Massamba Deba, un ancien président de la République. Et quand on voit ça, on est véritablement triste. Et on est dans un système où on a inversé les valeurs. C'est pratiquement ceux qui ont mis la main dans les caisses de l'État, qui ont volé, qui ont fait tout ce qu'ils ont vu, qui continuent à le faire, qui continuent à plonger les Congolais dans la misère. Et les gouvernants ont choisi cette gouvernance. Au-delà des déclarations qu'ils font, et ils prennent plaisir à venir, ils font des conseils des ministres, ils font un tas de réunions, comme pour faire croire aux Congolais qu'ils pensent au bonheur et à l'avenir des Congolais. Mais en réalité, ils pensent à leur propre enrichissement illicite. Vous avez maintenant le cas, le scandale qui vient d'éclater avec Etarissé, etc. Donc, on ne vit que dans ce genre de situation. Et c'est véritablement dommage.
Je l'ai annoncé, invité du journal, M. Papa Mamadou Diop, directeur général de la SOSELEC, la Société d'électricité du Congo, et M. Jean-Bruno Dangadou, directeur général de la Société énergie électrique du Congo. Avec eux, nous reviendrons sur la signature hier de la convention d'affermage entre le gouvernement congolais et la SOSELEC concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité au Congo. Bonsoir à vous, monsieur le DG. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Jean-Bruno Dangadou, nous venons de suivre le reportage relatif à la signature de la convention d'affermage concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité entre le gouvernement et la société SOSELEC, filiale de droit congolais de la société sénégalaise Sénélec. Une certaine opinion parle de la vente de EKRC. Vous, en qualité de DG de cette entreprise, pouvez-vous nous dire qu'en est-il exactement? Merci madame de m'avoir invité. Je vous en prie. Je tiens à rappeler que Énergie électrique du Congo a été créée en 2018 comme société de patrimoine. Ce n'est pas maintenant qu'elle a été érigée, mais c'est depuis 2018 que cette société a été créée comme société de gestion du patrimoine électrique du Congo. À titre transitoire, on a confié la gestion du service public en attendant qu'on puisse trouver des partenaires pour confier la gestion des centrales hydroélectriques et de la distribution et commercialisation. L'heure est arrivée. On a déjà remis les centrales en concession. Et l'heure est arrivée, effectivement, de s'occuper du côté distribution et commercialisation. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Voilà le grand problème. Et ils auront aussi la mission de maintenir nos installations, de les entretenir. Et il y aura donc une notation de la performance de ces sociétés-là, où nous sommes actionnaires à 15%. Ça veut dire que nous sommes le gendarme de l'État au sein de ces sociétés-là, pour voir si réellement ils respectent la convention signée. Si au bout de 2 ans, en ce qui concerne par exemple la distribution et la commercialisation, si au bout de 2 ans, nous constatons qu'ils n'arrivent pas à atteindre, on ne sent pas d'amélioration, d'évolution dans ce qu'ils font, l'État peut décider de retirer cette société entre la gestion de ce patrimoine entre leurs mains et remettre à EKRC en attendant de trouver encore un autre partenaire. Donc le rôle d'EKRC, c'est comme de gérer le patrimoine de l'État à des moments où parfois il y a eu faillite du côté du concessionnaire ou du fermier. Donc dire que EKRC a été vendu, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout le personnel de la distribution et de la commercialisation sera reversé, je dis bien reversé au sein de la société du fermier. Donc il n'y aura pas de demandes à faire ou d'autres papiers, non. Mais ils ont l'obligation. Donc nous avons vu, à travers cette démarche, à travers ce schéma, faire apparaître clairement une notion extrêmement forte. Chers compatriotes, sortons du divertissement. Comprenons une fois pour toutes que la gestion de ce pouvoir ne garantit nullement l'amélioration des conditions de vie des Congolais. À titre d'exemple, je suis un retraité et je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui sont dans la situation extrêmement difficile aujourd'hui. Prévu manifester devant la primature, c'est 500 mètres plus loin au rond-point de la gare que les retraités de la CREF ont tenu à exprimer leur ras-le-bol. Ils réclament 33 mois de pension impayés. Nous sommes venus voir à la primature, voir le gouvernement pour manifester nos mécontentements de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne nous payent pas, ce n'est pas normal. Le Premier ministre est payé, le président est payé, les légales, ils sont payés. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas le vin chez eux. Nous n'allons pas à la primature pour aller injurier qui que ce soit.
demander à monsieur le Premier ministre, où est notre argent? Où est notre argent? Ça y est où? Si c'est au trésor, on va aller au trésor. Si c'est la crève, nous irons à la crève. Si c'est le ministre du Travail, nous allons aller chez lui. Parce que c'est aussi un Congolais comme nous. Des revendications visibles sur des banderoles et affiches pour faire entendre leur colère. Ces anciens fonctionnaires qui vivent des situations sociales difficiles se posent autant de questions sur l'argent prélevé chaque mois sur les salaires des fonctionnaires actifs. Ils exigent aussi des explications sur les 10 milliards de francs CFA décaissés par le Trésor public en fin 2020 pour le paiement de 1 mois de pension. L'argent prélevé sur les fonctionnaires, qu'a-t-il fait de cet argent? Et les 11 milliards qui ont été décaissés au Trésor, qui sont arrivés à la crève, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 11 milliards qu'on devrait payer 1 mois de pension? Nous attendons cette situation. Voilà pourquoi nous sommes arrivés pour la clarification. Et nous nous donnons un délai d'1 semaine. Dans le cas contraire, ce qui découlera, ça sera sur leur responsabilité. C'est sous un fond de grogne sociale avec des grèves dans plusieurs secteurs que la République du Congo attend son nouveau Premier ministre depuis maintenant 1 semaine. Nous avons touché la pension du mois d'avril et du mois de mars, le 23 avril. Et nous approchons la nouvelle date du 23 mai. Et il semble que nous ne sommes pas prêts de toucher la pension du mois d'avril. Celle de mars était payée le 23 avril, mais celle d'avril, on ne sait pas quand elle sera payée. Et vous savez déjà, en tant que retraité, que cette pension ne nous permet pas de joindre les 2 bouts du mois. Vous savez pour la plupart d'entre vous que nous la touchons non pas à l'indice 300 comme on devait le faire, à l'indice 160. Vous avez vu les banderoles affichées à la mairie de Nkali où les travailleurs réclament 70 mois d'arriérés de salaire. 70 mois. Faites le calcul. Faites le calcul. Ça fait pratiquement 6 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est dans un pays normal? Et je ne parlerai pas des lois. Je ne parlerai pas des services sociaux. Je ne parlerai pas des autres affaires. Et chaque fois, nous venons à vous pour vous faire comprendre qu'autant nous découvrons que la vie est chère, autant nous découvrons que le panier de la ménagère nous pose des problèmes, autant nous constatons également que les dirigeants actuels, les gouverneurs actuels, n'ont pas la capacité de nous sortir de la crise et qu'ils ont fait un choix. Vous apprenez, les mariages fastes se font à Paris, ils se font à Dubaï, ils se font à l'extérieur du pays, tellement nous avons cette propension à admirer ce qui se passe à l'extérieur, c'est tellement parce que nous n'avons rien fait pour développer notre pays. Donc c'est à ce constat que je vais vous amener. C'est à ce constat. Et avec une question simple. Quel avenir réservons-nous à nos enfants? Quel avenir réservons-nous à nos petits-enfants? Si nous avons choisi de faire du vol, des détournements de fonds, de la corruption, la base même de notre gouvernance, c'est que nous avons choisi la voie de l'autodestruction de notre pays. Et ce n'est pas du tout. C'est quelque chose de honteux. Et à chaque fois, je me réfère, excusez-moi parce que le Congo est un pays laïque, mais je suis catholique. Je me réfère à ces 3 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. C'est tout un programme. Et je pense qu'à partir de là, nous devions méditer et réfléchir. Donc, chers téléspectateurs, nous venons à la conclusion. Parlant de la conclusion, je dis aujourd'hui, le Congo est baigné dans de gros scandales, dans de gros crimes économiques et financiers. Les Congolais sont silencieux, mais c'est parce qu'ils sont silencieux qu'ils subissent. Nous avons des droits constitutionnels. Ces droits constitutionnels nous autorisent les manifestations. Où sont les syndicats? Où sont les défenseurs des droits des Congolais? Il faut que nous soyons présents. Ceux-là ne peuvent pas nous accompagner dans la souffrance, dans la misère. Ils doivent au contraire se lever maintenant pour nous défendre. Et s'ils ont besoin de l'argumentation, nous sommes prêts à la leur donner. Comment on fait? Je rappelle que le président de la République a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution, entre autres, le serment de garantir la paix et la justice à tous.
devant la nation et le peuple congolais. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Et quand je prends ce volet, ça veut dire qu'en termes de corruption, de détournement de fonds, etc., ça doit être la tolérance zéro. Et que tous les dossiers que nous avons déjà énumérés, que nous sommes prêts à énumérer à tout moment, doivent faire l'objet de poursuites judiciaires. Nous avons déjà le dossier de bourse, nous avons le dossier de Dongou Zizal. Les Congolais ont compris à travers le blocage des comptes des sociétés de Dongou, Armel, Sylvain, et le déblocage, parce qu'on a bloqué le 28 avril et le 7 mai, on a débloqué. Mais on n'a rien fait. Ça veut tout simplement dire qu'on veut faire passer le message aux Congolais que l'on peut voler dans ce pays, on peut tout faire. Rien ne changera. Et moi, je suis parmi les Congolais qui n'acceptent pas cet ordre. Et je souhaite que nous soyons nombreux à ne pas accepter cet ordre et à faire comprendre au gouvernement, notamment au président de la République, que vous êtes dans des situations qui ne vous permettent pas d'être normalement candidat à une élection. Mais quel que soit le candidat que vous présenterez, si c'est pour continuer cette politique, mais nous nous efforcerons toujours pour être devant vous, pour vous barrer la route. Parce que trop, c'est trop. Le Congo a véritablement besoin de changement et de rupture. Et nous avons compris que vous avez un langage pour essayer de divertir les Congolais. On a promis je ne sais pas combien d'emplois aux jeunes. On est en train de parler de l'agriculture. On est en train de parler d'un certain nombre de choses. Mais dans les faits réels, la condition de vie du Congolais ne s'améliore pas. Et c'est ça qui est véritablement dramatique. Et maintenant, sur l'autre aspect, revenons toujours sur le segment que le président de la République a prêté. Il n'est pas normal que Lassy Boutier puis est enlevé dans les conditions que nous décrivons, que nous contestons, que nous condamnons. Mais il n'est pas normal, à l'approche de chaque élection, les opposants vivent une situation terrible, parce que ceux qui gèrent le pouvoir, non pas pour l'intérêt du peuple, mais pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur famille, de leur clan, veulent absolument y maintenir, quitte à ce que les Congolais puissent perdre leur vie. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et je souhaite que les Congolais en prennent sérieusement conscience. C'est pour ça que je dirais au gouvernement qu'il n'est pas normal que vous laissez les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers tranquilles dans ce pays, sans être inquiétés, se promener comme ils veulent, et que vous vous acharnez sur les opposants, à chaque fois en trouvant des motifs, notamment l'atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l'État, etc. Jean-Marie Michel Moukoko est en train de purger sa 9e année en prison avec André Okombi-Salisa. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Et j'attire l'attention du président de la République. Monsieur le Président, nous vous rappellerons toujours, tout comme vous avez accordé une attention particulière au suivi du soi-disant dossier de Jean-Marie Michel Moukoko qui l'a conduit en prison. Nous nous efforcerons toujours de porter à votre connaissance
qu'il y a un citoyen angolais au nom de Laurent Sokoko qui a révélé à l'opinion nationale et internationale qu'il y avait un complot international qui se préparait contre le Congo et que ce complot visait l'assassinat du président de la République. Quels que soient les liens de famille qui lient les responsables ou les commanditaires d'Intellac, c'est la justice. Et en 2017, vous avez parlé de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. En 2018, vous avez ajouté « Seule la justice prévaudra ». Les Congolais souhaitent. Et l'article 15 qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État s'applique à tout le monde, que ce soit ceux qui sont dans les démarches d'assassinat, y compris du président de la République, que pour ceux qui sont dans les scandaleux crimes économiques et financiers, de vol, de détournement de fonds publics, de fraude, de concussion, de népotisme, de favoritisme et autres. Le Congo aujourd'hui, si les gouvernants ne le savent pas, les Congolais sont fatigués par les humiliations, par les frustrations. Les Congolais sont fatigués par les injustices. Et il n'est pas normal. Nous sommes des Congolais. Avant, à l'approche de chaque élection, on entendait parler d'une concertation nationale qui n'a aucune base juridique. Les gouvernants ayant eu peur d'aller à un conseil national de dialogue. Maintenant, on attend chuchoter, l'idée de concertation. Mais il faut que tout ça, ça ait une base juridique. Et quand on parle de concertation, on dit quoi? Et moi, je dis, je suis de ceux qui pensent que si la vision des concertations, tout ça, c'est pour pérenniser, pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, malgré ce que Jean-Louis Debré avait dit en 2014, à savoir que ce qui se faisait n'était pas conforme à la loi. Il faut que les Congolais se lèvent. Nous devons défendre les intérêts du Congo. Nous devons défendre la souveraineté du Congo. Nous devons tous nous battre pour que nous soyons bien intégrés dans le concert des nations. C'est sûr, c'est mon cher téléspectateur, que je termine cette émission en vous donnant rendez-vous pour le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi 24. Et j'ose espérer. Je ne me fais pas de doute, mais je suis en train de réfléchir. J'ai le sentiment que samedi prochain, nous pourrons essayer de nous écarter, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur ces situations, des scandales, etc. Je crois qu'il y a un autre domaine qui nous intéresse et sur lequel nous devons nous appesantir. C'est la gouvernance électorale. Parce que nous sentons qu'il y a beaucoup de choses pas claires qui se mijotent et qui se préparent dans le pays. Et il faut que nous contribuions à aider les Congolais à comprendre un certain nombre de choses. C'est sûr, chers téléspectateurs, que je vous dis au revoir, tout en vous remerciant pour votre aimable attention. Merci et au prochain rendez-vous. Thank you.